Aujourd'hui, Éco-Débat ouvre le débat, ou plutôt poursuit le débat sur la bonne gouvernance, mais en mettant l'accent sur l'impact de la corruption sur les économies locales africaines et les voies et moyens de stopper ce fléau. Répression ou encore prévention, en fait, pour arriver à bout de la corruption, c'est quasiment l'affaire de tous. Vous qui nous suivez, toutes nos autorités et nous, nos invités sur ce plateau et moi-même, et justement sur ce plateau pour en parler, nous recevons Dr Christophe Kwame, vous êtes le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je rappelle aussi que vous êtes spécialiste en pilotage de changement, gestion et suivi, évaluation des projets et programmes, mais surtout spécialiste en prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Oui. Alors, on aura beaucoup à apprendre aujourd'hui. Merci. Et avec nous dans ce studio, nous avons aussi M. Nzi Moro-Nikez Alexandre. Vous êtes le président de l'organisation African League Against Corruption. C'est bien cela. Exactement. ALACO. Alors, vous êtes aussi le président du réseau des organisations de la société civile ivoirienne pour le contrôle citoyen de l'action publique. Exactement. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et déjà, d'entrée de jeu, messieurs, on parle beaucoup de corruption, de fléau. Comment est-ce qu'on pourrait définir très simplement ce phénomène? Alors, merci bien de nous donner l'occasion d'aborder un sujet qui est un sujet éminemment important et dont les conséquences sont extrêmement graves pour l'économie de nos pays. Définir la corruption, j'allais dire, est une œuvre, j'allais dire, un peu difficile, parce que chaque entité, justement, a sa définition. Vous prenez la Banque mondiale a sa définition, Transparency a sa définition, et avec votre permission, je voudrais donc en tenir à la définition que donne la Côte d'Ivoire dans le cadre justement de l'ordonnance 660. Vous permettez, je vais vous lire très succinctement ce qui est dit. Il est indiqué que quiconque propose sans droit, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou un avantage quelconque pour obtenir d'un agent public qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions ou qu'il facilite par ses fonctions l'accomplissement de cet acte. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à un poste de responsabilité. Vous profitez de ce poste pour recevoir quelque chose dans le cadre de vos missions. Vous êtes dans un acte de corruption. Celui qui vient vers vous pour vous proposer justement quelque chose aussi est aussi dans un acte de corruption. Donc vous avez ce qu'on appelle la corruption active et la corruption passive. La corruption active, c'est celui donc qui reçoit, et passive, justement, c'est celui qui donne. Alors très rapidement, j'essaie juste de comprendre. Dans l'exercice de ces fonctions, je suis médecin chirurgien en griffe, je finis un acte médical, une opération, et puis peut-être 2 mois, 3 mois après, le patient que j'ai eu à sauver en griffe, il vient, il m'offre une bouteille, un paquet de chocolat. Est-ce que je tire les conclusions que c'est une forme de corruption? Docteur Kwame. La loi précise les conditions dans lesquelles un agent public et privé, parce que la corruption est définie pour les deux cas, peut recevoir un cadeau. Une anecdote. Christine Lagarde, présidente du FMI, doit venir à Abidjan. La société civile doit la recevoir. Je suis président de la convention de la société civile ivoirienne. Son staff arrive. Mesdames et messieurs, nous, en Africain, on veut lui offrir un cadeau. Le FMI nous répond, 101 $, ça appartiendra au FMI. 100 $, ça appartiendra à Madame Christine Lagarde. Donc, la loi ivoirienne dit que bientôt il y aura des décrets d'application du cadeau, mais dans le principe général, il est interdit, dans le cadre de sa fonction, que vous soyez dans le privé ou le public, de prendre des cadeaux après avoir rempli votre fonction. Et justement, parlons de loi au niveau de la corruption. Est-ce qu'il y a des mécanismes, il y a des lois, des instructions qui sont mises en place pour canaliser, pour réguler en tout cas l'activité de nos fonctionnaires, de nos agents, pour freiner la loi? Si vous me permettez, je vais juste récupérer la parole pour dire qu'il y avait 2 temps. En Côte d'Ivoire, il y a 2 temps administratifs, avant 2012 et après 2012. Parce qu'après 2012, l'État de Côte d'Ivoire a signé en février la Convention de l'Union africaine de lutte contre la corruption. En octobre 2012, la Convention des Nations unies contre la corruption. S'en est suivi la mise en place d'un certain nombre de lois comme la loi d'accès à l'information, parce que sans information, on ne pouvait pas lutter contre la corruption. En 2015, la Côte d'Ivoire est partie à une initiative qui s'appelle l'initiative OGP, Open Government Partnership, c'est-à-dire le gouvernement ouvert où l'État fait l'effort de créer des sites internet, de donner toutes les informations économiques, sociales et culturelles aux citoyens.
Et ainsi de suite, plusieurs lois sont sorties, dont la loi centrale qui s'appelle l'ordonnance 660 de 2013 et l'ordonnance 661 qui met en place la haute autorité et un certain nombre d'institutions. En janvier 2021, la dernière institution de ce dispositif, enfin l'une des dernières institutions, parce qu'il en aura d'autres sûrement, s'appelle le pôle pénal économique et financier qui lui va s'occuper des corruptions complexes et les blanchiments d'argent. Donc, tout ce qui est dispositif juridique et institutionnel est né, il en manque quelques-uns, sûrement M. Nzi va en parler, mais effectivement, il existe énormément de lois en Côte d'Ivoire pour lutter contre la corruption efficacement. Alors, M. Nzi, vous voulez ajouter quelque chose? Dire tout simplement que, effectivement, il fait bien de l'indiquer, ça a été effectivement notre bataille. Vous savez, tout ce qu'il a évoqué, c'est depuis 2002, par exemple, que nous nous sommes battus pour qu'il y ait l'avènement justement de ces lois. Et il a indiqué, après 2012, il y a quand même une loi qui a été prise au niveau des fonctionnaires. Le statut général des fonctionnaires a été pris, et de telle sorte que tout agent prévenu justement des problèmes de corruption, les agents publics n'ont pas le droit de recevoir quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a aucune loi qui définit justement les cadeaux. Et les textes sont très clairs. Vous n'avez pas le droit de recevoir quoi que ce soit après avoir accompli une mission. Ça, c'est clair, c'est fondamental. En attendant qu'un décret vienne dire, fixer par exemple un montant comme il vient de l'indiquer, pour que justement les choses soient vraies. Mais à l'état actuel des choses, les textes sont très clairs. Que ce soit le statut général de la fonction publique ou l'ordonnance 660, les choses sont très claires, pas de cadeau. Mais justement, on a toutes ces lois qui sont citées, qui sont prises. Mais qu'est-ce qui pose le problème? Et aujourd'hui, on constate encore que la corruption est vraiment de mise. Elle s'accentue de plus en plus malgré qu'on a toutes ces lois qui sont mises en place. C'est quoi le problème? Les textes sont là. Tout ce qui est dispositif juridique existe. J'ai l'habitude de dire que les textes sont tellement beaux que j'ai envie de les chérir comme mes enfants. La Côte d'Ivoire a tout. Vous avez, dans le cadre justement du fonctionnement de l'État, ce qu'on appelle le contrôle interne, qui est géré par les contrôleurs financiers, qui est géré par les contrôleurs budgétaires. La Côte d'Ivoire a également, dans le cadre justement de sa gestion, ce qu'on appelle le contrôle externe, notamment l'institution comme la Cour des comptes, l'inspection générale d'État et bien d'autres structures qui sont à même de pouvoir, comme on appelle, contrôler justement les finances publiques. Malheureusement, il se trouve qu'avec tout ce dispositif-là, la corruption existe. Je précise que l'avènement justement de la société civile aussi est un élément qui permet justement d'arriver à faire de la sensibilisation auprès des populations, que ce soit même les fonctionnaires, que ce soit comme on appelle les acteurs de la population, tout simplement des sensibilisations sont faites. Mais ça ne marche pas. Nous avons demandé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'il y ait ces structures-là. Mais monsieur, à la vérité, les structures existent, mais il faut se poser la question. Pourquoi ça ne fonctionne pas? De mon point de vue, ce sont les hommes. Parce que quand on vous met à la tête d'une telle structure et qu'on met à votre charge un certain nombre de dispositifs juridiques qui vous permettent de travailler et que vous-même, vous ne faites pas le travail, finalement, c'est qui? C'est vous-même. Ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment d'hommes courageux pour pouvoir appliquer justement ces tests qui sont là. Et je le dis toujours, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est cela. On a de beaux tests, mais est-ce que nous avons les hommes qui soient capables de pouvoir appliquer justement ces tests-là? Toute la question est là. Ce n'est pas aussi une question de moyens? On peut créer des institutions, mais s'il n'y a pas les moyens pour mener ces politiques... Non, il ne s'agit pas de moyens à l'état actuel des tests en Côte d'Ivoire. On a dépassé la période des moyens. Effectivement, de 2002 jusqu'à 2011-2012, on parlait encore de moyens, on parlait encore même d'institutions qui n'existaient pas. Aujourd'hui, avec la KIDP, vous avez un processus de saisine. Si vous demandez aujourd'hui n'importe quel contrat de cession que l'État donne à un tiers et que cette institution refuse de vous donner, si vous êtes membre de la société civile, vous avez 1 mois pour que l'organisme public vous donne. Si vous êtes journaliste et chercheur d'université, c'est 2 semaines. Ce qu'il faut aujourd'hui, pour notre part, c'est que d'une partie, sur un point précis, il faut faire la sensibilisation de toutes les lois qui existent. Voilà les lois, voilà les façons de saisir l'autorité dans le cadre d'une commission d'infraction de corruption ou alors pour autre chose. Ensuite, quand ces sensibilisations seront connues par les populations, il va falloir aussi que la société civile sache qu'elle peut se constituer partie civile et saisir, par exemple, la haute autorité. Vous avez l'article 54, vous avez l'article 5 de l'ordonnance 661 relativement à la mise en place et au pouvoir du président de la haute autorité. M. Nzi l'a dit tout à l'heure. Jusqu'à aujourd'hui, de 2015 à aujourd'hui, le 21 février 2021, la haute autorité a publié les déclarations de patrimoine.
il y a des derniers de la classe. L'article 54 et l'alinéa 17 de l'article 5 donnent pouvoir à M. Ngolo, le président de la haute autorité. S'il ne le peut pas, l'article 17 même lui dit de déférer ceux qui n'ont pas déclaré au procureur. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, ce qui nous incombe, nous, l'article 23, nous dit, nous, société civile, nous devrions aussi saisir la haute autorité et déférer même la haute autorité à la Cour des comptes. On ne l'a pas encore fait. Donc voilà un certain nombre de choses qui sont sues par une minorité. Il faut peut-être du temps pour que la majorité des citoyens comprennent tous ces dispositifs de saisine des autorités elles-mêmes d'abord et de nous, citoyens lambda, de saisine des autorités et le processus de saisine. Alors, je reviens sur un terme que M. Nzi a abordé tout à l'heure. On parlait de corruption passive et de corruption active. Au niveau de la corruption passive, je comprends bien, ce sont les populations, en tout cas ceux qui viennent avec les moyens pour tenter de corrompre. Vous, au niveau des organisations des sociétés civiles, quel travail vous faites pour permettre de réduire cette corruption passive? Parce que quand il y a corruption, il y a corrupteur. Bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est là justement l'objet de notre existence. Société civile, nous ne sommes pas, j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas des gendarmes, nous n'avons pas la police avec nous justement pour attraper les gens. Donc notre premier rôle justement, c'est d'arriver à sensibiliser les populations. Je vais vous donner un exemple très simple. Je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas peut-être sensibiliser ou bien attraper les pouvoirs publics à un certain niveau. D'accord? Mais entre nous-mêmes, quand par exemple on dit qu'on paye les concours, qui paye les concours? C'est les populations elles-mêmes. Je dis, arrêtons de payer. Si nous-mêmes, on s'engage à ne plus donner 5 francs dans le cadre justement de l'organisation des concours pour que notre enfant soit admis, vous imaginez ce que ça va représenter. On parle des problèmes des forces de l'ordre. Je dis, ok, je m'adresse à nos amis les transporteurs. Mettez-vous à jour de vos pièces. Si vous mettez à jour de vos pièces, est-ce que vous aurez besoin de donner les 2 000 francs, les 3 000 francs, les 5 000 francs aux forces de l'ordre? Ça aussi sont des engagements, c'est-à-dire que c'est des comportements que nous-mêmes devions commencer à avoir. C'est là aussi, c'est une réalité. Donc je peux citer plein d'exemples à ce niveau. Donc la sensibilisation, c'est cela aussi. C'est-à-dire c'est bien de dire que les autorités sont corrompues, mais nous-mêmes aussi, il faut qu'on se donne justement un autre type d'éducation. Qu'on arrête justement ce type de comportement. Ce n'est pas pour justifier, en tout cas tenter de justifier ce que vous avez indexé tout à l'heure. Mais je dis par exemple pour les transporteurs, si véritablement ils sont en règle, est-ce que ce n'est pas la tracasserie au niveau administratif, la lourdeur administrative qui les amène à vouloir accélérer le processus en payant quelque chose? Est-ce que si l'administration s'allège, ça ne va pas faciliter certaines choses? Mais c'est tout ça justement qui participe, je vais dire, dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire que l'aspect prévention doit pouvoir prendre en compte ces aspects-là, qui consistent justement à moderniser justement notre administration. Et je pense que de ce point de vue-là, au niveau des transports, quand vous allez aujourd'hui avec les nouvelles structures qui existent, les choses sont beaucoup plus accélérées. En réalité, les gens sont dans une dynamique où ils sont dans le passé, où ils estiment que tout est compliqué. Non, tout n'est pas compliqué aujourd'hui. Il y a des possibilités justement d'avoir la carte grise aussi facilement. Il y a des possibilités de payer quand même votre patente aussi rapidement. Il y a des possibilités justement de payer tout ce que vous avez, tout ce que l'État vous demande. Le tout, c'est qu'il faut payer. Vous payez, il n'y a pas de souci. D'accord. Et payer rapidement, juste avant que vous interveniez, j'aimerais parler du volet digitalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, ce n'est pas un moyen de quand même freiner la corruption? Il n'y a plus de transactions d'homme à homme, c'est plus... Oui, en effet, déjà l'État de Côte d'Ivoire, avec l'initiative de gouvernement ouvert, un des points principaux de cette initiative, justement, plus l'accès à l'information, la conséquence de ces initiatives, quand l'État a signé, c'était effectivement de rendre disponibles ces documents d'intérêt public et surtout les services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne devrait plus aller se mettre en rang pour tirer un extrait d'acte de naissance. On a 20 ans, on a 40 ans, on a 50 ans, et on se met toujours en rang à la mairie. C'est dépassé. Donc, il y a cela que l'État doit s'atteler à faire. Ça part, je dis, la lutte contre la corruption n'est pas le coup d'éclat de saisir 2 ou 3 ministres, 2 tondus, 3 poilus, on dit non, opération coup de poing. Non, c'est pas ça. La réflexion que nous avons eu à mener souvent avec Alaco, Civis et d'autres ONG qui sont pas sur ce plateau, était de sortir des stratégies simples qui ne demandaient pas d'argent, mais ça demandait une nouvelle façon de faire de l'administration. C'est ce que vous venez de dire. La digitalisation, il y a des freins. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de freins. Quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans avec du papier, quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans dans une préfecture d'un village quelque part où on lui a toujours donné le mouton
de tel ou tel village, vous imaginez que même quand il viendra au séminaire pour prendre l'ordinateur, il va traîner un peu. Donc, la lutte contre la corruption touche un engagement, je dirais, citoyen, général, patriotique. Donc, au centre de la lutte contre la corruption, il faut qu'on mette la République, qu'on mette la nation et qu'on éduque les gens. J'aime pas le mot ivoirien nouveau, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, on doit changer de paradigme de gestion de la vie publique. Il faut que tous les citoyens soient engagés à un point zéro pour dire, à partir d'aujourd'hui, on change les méthodes. Est-ce qu'on accepte tous d'y aller? Parce que tous ceux qui ne peuvent pas aller du petit commis caché dans son bureau jusqu'au directeur des cabinets, il y a énormément de freins si tel est que on veut digitaliser de l'extérieur. Il faut que ce soit un mouvement, je dirais une vague commune d'acceptation, de la compréhension commune de la République d'abord et de la façon dont tous les moyens, tout ce que nous avons comme argent qui est dans les impôts, qui sort dans le budget, qui est connu, on réfléchisse que c'est notre bien commun et comment on le partage pour que chacun ait sa part. Et non la réflexion passée des guerriers, des marmailleurs, de tous les mots que vous connaissez, où celui qui a le plus d'ingéniosité dans le mal puisse être à la tête. Donc ça aussi, ça demande, Jean-Paul Sardan, qui est un éminent sociologue, a fait une étude sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'économie sociale et politique de la corruption. Il est arrivé à une conclusion simple. Il a dit, par exemple, dans un village en Afrique de l'Ouest, je ne dirais pas le pays, on a nommé quelqu'un ministre. Il a dit non, pour ce poste-là et pour ce que je vais faire, je sais que je vais servir aux politiques, je ne veux pas. Ce monsieur a été régné 5 ans de son village. Vous voyez, parce que les populations du village n'ont pas vu la qualité et la fonction de ce que le monsieur lui-même il a vu. Eux, ils ont vu un ministre qui va récupérer l'argent de la corruption et distribuer des sacs de riz. Demandez à tous les ministres, vos cousins, quand ils vont au village, de 5 h du matin jusqu'à minuit, les gens sont en rang. Donc cette culture du fils du village, du cadre du village, qui va aller récupérer l'argent de la princesse et venir redistribuer, ça aussi, c'est des paradigmes qu'il faut casser. Alors, un autre paradigme, une autre question sur laquelle je voulais revenir. On voit souvent des personnes qui sont témoins de corruption, ils voient ce qui se passe, mais ils ont peur de dénoncer. Est-ce que dans les dispositifs, dans les lois qui sont mises en place, quelque part, ces lanceurs d'alerte, ceux qui dénoncent, ont la capacité d'être protégés? Bon, je pense que sur la question, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, la loi sur les cas de dénonciation, la loi existe bel et bien, mais il n'y a pas de disposition concernant les lanceurs d'alerte. Mais je voudrais préciser que dans le cadre justement de nos actions au niveau d'Alaco, si vous allez sur notre site, nous avons justement un aspect là-bas de dénonciation. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à tous ceux qui ont été victimes d'actes de corruption de nous saisir. Et en interne, justement, nous traitons justement ces cas-là. Donc, malheureusement, il se trouve que, comme vous l'avez bien dit, les gens ont beaucoup peur. Les gens ont beaucoup peur et il faut les comprendre. Ils ont beaucoup peur parce que, même quand vous prenez le cas dans le cas justement des marchés publics, vous trouvez des opérateurs économiques, vous leur dites, mais quand on vous prend les 10%, venez dénoncer. Ils disent non, qu'on ne peut pas le faire parce que si on le fait, demain, on n'aura plus de marché. J'ai dit non, ce n'est pas la bonne habitude, ce n'est pas le bon comportement qu'il faut y avoir. Il faut qu'on mette dans la tête des gens qui doivent pouvoir dénoncer. Et en dénonçant, ça va nous permettre justement d'aller de l'avant. C'est un autre moyen justement de lutte contre la corruption. Mais justement, en dénonçant aussi, il y a d'autres, une fois que c'est dénoncé, les enquêtes ou la procédure n'arrivent pas à terme parce que quelque part on dit nul n'est au-dessus de la loi, mais on constate certains dossiers qui sont présentés où l'affaire n'aboutit pas. Mais c'est un début, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Je vous assure que lutter contre la corruption n'est pas une chose facile. Il a indiqué tout à l'heure, de 2000 jusqu'à 2002, vous avez vu le temps justement qu'il y a. Nous, on a commencé en 2000. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas évident. En 2000, quand on commençait, personne ne nous regardait. On n'avait même pas possibilité de parler. Ni sur, comme on appelle, un plateau de télévision, ni sur, comme on appelle, un plateau de radio. On ne pouvait même pas du tout. Aujourd'hui, les consciences commencent à prendre. Et je suis heureux de voir aujourd'hui qu'il y a plusieurs ONG aujourd'hui qui parlent justement de lutte contre la corruption. Donc, c'est une question, il a indiqué, c'est une question de conscience, d'éducation. Ça va prendre le temps, mais on est obligé justement de passer par là. Et il a donné une belle image. Le cadre qui arrive au village, qui a été nommé ministre, tout le monde attend, non seulement qu'il trouve l'emploi à ses frères et sœurs, tout le monde attend justement qu'il ait suffisamment de moyens pour pouvoir qu'on appelle s'occuper de toute la famille. Au-delà même de toute la famille, les cousins, tout le village, tout ça, ce sont des problèmes. Et l'autre aspect, justement, moi, qui me choque, vous savez, un jour, j'ai discuté avec un Japonais, il me disait, le problème justement en Afrique, surtout le problème de la corruption, c'est que, surtout même le problème du développement, c'est que le jour où on arrivera
à comprendre comment ça se fait que les politiciens, une fois ils arrivent au pouvoir, ils deviennent riches. Le jour où on trouvera justement cette solution-là, les problèmes de développement de l'Afrique vont commencer à trouver des solutions, du moins des réponses. C'est important. La plupart de nos hommes politiques aujourd'hui, que ce soit même, vous prenez même nos hommes même qui sont dans les universités, nos amis qui sont universitaires, tout le monde justement cherche à aller justement faire la politique. On a besoin justement de cela. Je ne sais pas pourquoi. Faire la politique, peut-être Voilà. pour s'enrichir. Je vous voyais... peut-être une usine, peut-être qu'il pourrait davantage. Je voulais revenir sur le problème de la dénonciation. Il a parlé tantôt de la peur, parce que souvent ce n'est pas suivi et il y a des risques de représailles en retour. Mais il y a un autre problème, un autre aspect aussi que Jean-Paul Sardan a soulevé, c'est la sociologie solidaire de l'Africain. Dans le mal. Oui, il y a une magistrate hier, lors de la discussion au Conseil national des droits de l'homme sur la corruption, qui disait que certaines personnes ont porté plainte et elle a demandé, est-ce que vous voulez qu'on instruise le dossier? Mais les parents sont revenus après pour dire, si on instruit le dossier, il perd son boulot, sa femme est enceinte, son cousin. Donc, au-delà de la peur, il y a la culture de la préservation de l'auteur même du mal qui souvent empêche l'Africain dans sa culture à lui de dénoncer froidement le mal qu'on lui aurait déjà fait. Donc certains plaignants, au vu du risque qu'encourt la personne, dit je laisse pour moi à Dieu, c'est pas à cause de moi il va perdre son travail, c'est pas à cause de moi il va faire ça. Et donc il y a une partie de notre réflexion, de notre culture, de notre existence culturelle qui aussi a besoin de changer de paradigme. C'est ce que je voulais ajouter sur ce point-là. Alors, monsieur, on arrive quasiment à la fin de cette émission, mais si on devrait retenir quelque chose de vos expériences dans la lutte contre la corruption, quelle stratégie, quelle action vraiment de point mener pour réussir à freiner ce fléau au niveau de l'Afrique? Très rapidement, Dr Kwame. Nous, on pense qu'il faut aborder le problème de manière holistique. L'inflation législative, ce n'est plus la peine. Nous avons assez de lois. Il reste les lanceurs d'alerte et quelques petits ajustements relativement à la déclaration du patrimoine. Nous revenons là-dessus. Premièrement, quand quelqu'un déclare son patrimoine en Côte d'Ivoire, la loi ne dit rien. Or, il y a une autre loi sur le blanchiment d'argent. Donc, M. Nzi et moi, on se connaît. Demain, je m'avais déclaré mon patrimoine, je déclare 10 immeubles. La loi ne demande pas à la haute autorité pour la bonne gouvernance de me demander la provenance de mes 10 immeubles, me connaissant même instituteur. Donc, il y a un premier problème là. Je peux utiliser ma fonction de membre de l'administration, de la haute administration, pour blanchir l'argent des autres. Donc, premier problème. Deuxième problème, quand les patrimoines sont déclarés, on ne déclare que au journal officiel le nom des déclarants et non le fond de la déclaration. Donc le fond de la déclaration reste encore secrète. En France où on a triché, vous connaissez, d'ailleurs Macron n'a pas de voiture. Donc vous pouvez aller aujourd'hui taper, là vous voyez tous les hommes politiques. Donc premier problème, le blanchiment d'argent, pas d'enquête sur la provenance des fonds. Deuxième problème, il reste secret, c'est le nom des déclarants seulement qu'on cite. Troisième problème, tout au long du mandat, s'il dure 5 ans, il n'y a pas de contrôle à mi-chemin. Quatrième problème, à la fin, quand la personne sort, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu un seul rapport de la haute autorité disant telle autorité est rentrée, telle autorité est sortie, nous avons le rapport. Ça, c'est pour la déclaration des patrimoines. Deuxième élément relativement à la déclaration des patrimoines, c'est que les déclarations d'intérêt ne sont pas dans la loi aujourd'hui. Or, je peux avoir mes patrimoines, je donne à mon cousin, je donne à l'enfant de mon cousin. Ça se fait dans tous nos villages. Donc, les intérêts que moi j'ai, je peux les mettre sur la tête d'autrui. Donc, je rentre au gouvernement avec ma petite villa. Je sors avec ma petite villa plus une deuxième. Mais tous les biens que j'ai détournés dans toute ma fonction sont sur la tête de mon épouse ou de mon beau-frère ou de mon neveu. Donc, pour nous, l'élément central de la lutte contre la corruption, qui est le détournement de fonds publics, a encore du plomb dans l'aile. Et nous pensons que cet élément-là, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut que la loi s'additionne. On félicite la haute autorité, il vient de sortir un guide de déclaration d'intérêt, c'est un premier pas. Comme Nzi l'a dit, depuis 2002, on va des premiers pas. La haute autorité
a vu nos plaintes relativement à l'insuffisance des déclarations de patrimoine. Il nous a offert un guide cette année. Nous espérons que l'année prochaine, la loi va se compléter, les déclarations d'intérêt. Et pour être encore plus renforcé, M. Nzi, très rapidement. Oui, merci bien, M. Soumarou. Disons que nous prenons en notre compte les éléments évoqués par le docteur Kwame. Et je voulais compléter pour dire que ça ne suffit pas aussi, parce que quand on fait la déclaration de patrimoine, il faut encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut traiter justement, comme on appelle cette déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes venu, vous avez déclaré que vous avez un immeuble aujourd'hui. À la fin de l'exercice, quand vous finissez vos fonctions, vous êtes tenu de faire une autre déclaration. Elle doit pouvoir faire ce bilan-là. Donc il appartient à la haute autorité de prendre des dispositions pour qu'à la fin du processus, on puisse justement faire ce point. De sorte que quand on va voir l'évolution de votre patrimoine, si, connaissant bien entendu ce que vous avez comme ressources, on puisse savoir si ce que vous avez pu acquérir en si peu de temps, on puisse justement mener des investigations là-dessus. Et c'est vraiment évidemment important. Je voudrais terminer pour dire que la responsabilité de la société civile est grande dans le cadre justement de la lutte contre la corruption. Nous en avons suffisamment conscience. Nous allons faire justement notre part de travail. En notre sein, nous sommes en train de voir, dans le cadre du réseau que nous dirigeons, de voir comment est-ce que nous allons mettre en place des comités de veille pour aller sur le terrain et regarder un peu ce que le gouvernement fait. Le gouvernement aujourd'hui a mis sur le terrain, comme on appelle la place publique, le budget. Nous sommes dans un système de budget-programme. Ça veut dire que nous avons la possibilité de savoir si, par exemple, il y a une école qui doit être construite à Ferkessé-Dougou, on a la possibilité de savoir que cette école a été construite. On va se donner les moyens pour aller justement vérifier si cette école a été construite. Ce serait justement notre travail à faire. Mais en même temps aussi, on demande au gouvernement de faire en sorte que toutes ces structures qui ont été mises en place puissent fonctionner correctement. Ce n'est plus une question de moyens, mais je pense que c'est une question de personnes. Il faut que le gouvernement soit un peu regardant là-dedans pour qu'ensemble, on puisse justement lutter efficacement contre la corruption en Côte d'Ivoire. Une question de personnes et surtout une question de volonté, comme exactement. Vous l'avez témoigné sur ce plateau. Je rappelle que nous étions avec Dr Kwame Christophe, vous êtes le président de Civis Côte d'Ivoire, et avec M. Nzi Moro-Nikez, vous êtes le président de l'ONG Alako. Merci encore pour vos contributions et vos éclairages. C'est ici qu'on met un terme à ce numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à la lutte contre la corruption. Vous l'avez compris, la corruption, la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. Agréable suite au programme sur nos antennes.